Poutine vit dans la peur. Vous ne le réalisez peut-être pas, mais alors que le dirigeant russe tente désespérément de projeter sa puissance dans le monde, il sait que la guerre en Ukraine est perdue. Et il se rend également compte que quelque chose de destructeur et d'inévitable se rapproche. Mais voici le plus important, ce n'est pas l'Ukraine. Poutine craint désormais davantage son peuple et peut-être son armée que la guerre qu'il a lancée. La guerre la plus étrange va débuter, car Poutine s'apprête à lutter contre la Russie elle-même. Aussi étrange que cela paraisse, de nombreux signes indiquent que Poutine se prépare plus à une guerre interne en Russie qu'à gagner en Ukraine. Nous allons explorer ces signes tout au long de la vidéo, alors assurez-vous de rester avec nous jusqu'à la fin. Mais le plus grand signe que Poutine se perd dans sa propre paranoïa et son désir de conserver le pouvoir à tout prix vient de ce qui se passe actuellement avec la Rosgvardia. La Rosgvardia prend de l'ampleur et gagne en puissance, et c'est un signe de la faiblesse de Poutine. Pour comprendre pourquoi, il faut savoir ce qu'est la Rosgvardia. Cette organisation est la garde nationale de Russie, et c'est la plus grande force de sécurité intérieure que possède le pays, et, plus importante encore, que possède Poutine. C'est Poutine lui-même qui a créé cette unité en 2016, et le groupe disposait déjà d'un vaste mandat, et de ressources importantes, bien avant le dernier changement instauré par Poutine. Pensez à la Rosgvardia comme étant similaire à la Schutzstaffel ou SS d'Adolf Hitler. La Rosgvardia et la SS sont des escouades chargées de protéger leurs dirigeants, agissant comme garde du corps et exécutant toutes les sales besognes nécessaires dans leur propre pays. Tandis que l'armée combat à l'étranger, la Rosgvardia et par le passé, la SS, assurent la sécurité intérieure et protègent la position de leurs créateurs. Nous avons vu comment cela a fini pour Hitler dans les années 1940. Les récents changements de Poutine à la Rosgvardia montrent sa paranoïa croissante, comparable à celle du dirigeant nazi, alors qu'il cherche à garder le pouvoir. C'est selon William James Dixon, chercheur principal associé au Royal United Services Institute. Le 20 février, le Kiev Post a indiqué que Poutine s'efforce de transformer la Rosgvardia en une structure parallèle qu'il peut contrôler à la fois en Ukraine et pour se protéger des menaces internes en Russie. Cette dernière a toujours été, de bien des façons, la tâche de la Rosgvardia. Ce que nous voyons maintenant, c'est le développement supplémentaire de ce groupe, en ce qui ne peut être qualifié que d'armée personnelle de Poutine. La Rosgvardia agit maintenant indépendamment du ministère de la Défense russe, ce qui la rend plus puissante en matière de décision que l'organisme supervisant l'invasion de l'Ukraine par Poutine. Et grâce à un récent décret du Kremlin, mené par Poutine lui-même, la Rosgvardia est élevée au point où son directeur, Viktor Zolotov, n'aura plus jamais à répondre qu'à Poutine lui-même. Pourquoi Poutine créerait-il sa propre armée alors que l'armée russe combat et meurt en très grand nombre en Ukraine? Nous avons déjà donné la réponse en posant la question. Poutine sait que cette guerre a été désastreuse pour son pays. Nous expliquerons pourquoi plus tard dans la vidéo. Et maintenant, comme l'explique Dixon, il y a eu un changement dans l'état d'esprit de Poutine. Le président russe sait qu'il a perdu la guerre qu'il a lancée. Oui, les combats continuent. Et la Russie progresse si lentement que nous n'avons rien vu d'aussi pénible depuis la Première Guerre mondiale. Mais il y a quand même des avancées. Ce qui devait être un blitzkrieg russe est devenu un conflit qui dure depuis des années sans fin en vue. Et Vladimir Poutine sait que son peuple est fatigué. Le soutien à l'invasion s'amenuise. Et selon Dixon, le renforcement de la Rosgvardia est un signe que Poutine essaie désormais de se protéger contre l'agitation publique et la colère des élites. La Rosgvardia actuelle diffère de celle créée par Vladimir Poutine. Dixon note qu'au lieu d'être une police intérieure, elle ressemble désormais au corps des gardiens de la révolution islamique, une force prétorienne protégeant le régime. Dans le cas de la garde nationale de Vladimir Poutine, elle inclut à présent des unités spécialisées avec des chars. Ce n'est pas ce qu'un dirigeant utilise pour la sécurité intérieure, c'est ce qu'il met en place lorsqu'il sait que les conséquences de ses actes approchent et qu'il doit faire tout ce qu'il peut pour garder le contrôle. Et Vladimir Poutine sait que les conséquences arrivent. Toute la pression que la Russie subit actuellement, de l'échec de l'invasion de l'Ukraine à l'intense pression économique exercée sur le pays par les sanctions, est en train d'atteindre son paroxysme. Des questions se posent sur la fragilité du régime de Vladimir Poutine, peut-être pour la première fois depuis son arrivée. Des opinions divergentes, bien qu'elles ne soient certainement pas assez fortes pour détruire Vladimir Poutine, sont exprimées, notamment sur la question de l'économie. Le globaliste indique une rupture entre Vladimir Poutine et plusieurs membres de l'élite qu'il a installée. Il feigne de soutenir la guerre en Ukraine et en profite, mais souhaite ardemment la fin des hostilités, selon le globaliste.
car leur intérêt principal, gagner plus d'argent, s'oppose aux ambitions nationalistes et personnelles de Vladimir Poutine, qui veut faire de la Russie, et par extension de lui-même, l'une des plus grandes puissances mondiales. Vladimir Poutine sent ce changement de soutien. Il en est conscient. Et donc, ce que nous voyons avec la Rosgvardia est un signe que la paranoïa de Vladimir Poutine concernant ce qui va arriver ensuite, que ce soit après la guerre ou dans les mois et les années où la guerre continue sans fin, a pris le dessus sur lui. Le simple fait de transformer une force de sécurité nationale en une puissance militaire à l'intérieur de la Russie est un signal suffisamment fort que Vladimir Poutine commence à s'inquiéter. Le simple fait que la Rosgvardia agisse hors du ministère russe de la Défense crée déjà des problèmes. Comme le souligne Dixon, la Rosgvardia est devenue un nouveau point de tension, compliquant la succession et visant à concentrer le pouvoir russe entre les mains d'un seul homme de 73 ans qui n'a probablement plus beaucoup de temps pour le garder. Poutine a créé une situation où plusieurs centres de pouvoir se disputeront la Russie après son départ. Poutine lui-même a déjà évoqué la question de la succession. En mai 2025, la Nouvelle Voix de l'Ukraine a rapporté l'existence d'un documentaire russe intitulé « Russie, Kremlin, Poutine, 25 ans ». Poutine est filmé affirmant qu'il faut qu'une ou plusieurs personnes émergent pour offrir un choix et permettre à quelqu'un de gagner la confiance des citoyens. Mettons de côté l'absurdité de cette déclaration d'un autocrate quasi-dictateur. C'est simplement un mensonge. Poutine ne se soucie pas de la succession. Poutine se soucie de Poutine. Le renforcement de la Rosgvardia est l'un des signes que Poutine refuse de lâcher le pouvoir, même si son emprise vacille. Poutine se prépare à un affrontement, ou plus précisément, il tente de se protéger de l'inévitabilité de l'effondrement du régime qu'il a passé un quart de siècle à développer. Nous allons explorer cela dans un instant, ainsi que d'autres signes de la peur de Poutine, face à la force destructrice qui se referme sur lui. Mais avant cela, si c'est le genre d'analyse que vous souhaitez voir davantage, assurez-vous d'être abonné à The Military Show. Maintenant, le régime de Poutine. Que voyons-nous réellement avec le renforcement de la Rosgvardia ? Selon l'analyste militaire reconnu et créateur YouTube Paul Warburg, ceci, ainsi que d'autres signes que nous verrons, témoignent de l'effondrement d'un régime entier. C'est Poutine qui met en place des mesures pour contrôler le récit interne russe, alors qu'il tente de maintenir son image d'homme fort de la politique russe, même si son invasion de l'Ukraine s'effondre autour de lui. Et il suffit de regarder le passé pour comprendre ce qui se passe dans le présent paranoïaque de Poutine. Lorsque l'on regarde l'histoire des derniers jours des régimes autoritaires, il arrive très souvent que ces régimes paraissent plus forts que jamais, et que leur discours semble plus assuré qu'au début, explique Warburg, à propos de ce que nous voyons actuellement avec Poutine. Mais cette force n'est qu'une illusion d'un dictateur affaibli, conscient que son pouvoir vacille et que ses faiblesses sont exposées au monde et à son peuple qu'il tente de contrôler. Ne vous fiez pas aux mots, explique Warburg, regardez les actions. Et en ce moment, il y a beaucoup d'actions que Poutine entreprend, qui sont des signes évidents que le régime qu'il a créé est en train de s'effondrer. La tentative de transformer une prétendue force de sécurité nationale en unité militaire uniquement contrôlée par Poutine n'est qu'un de ces signes. Un autre signe vient de ce que nous voyons actuellement dans les pourparlers de paix. Depuis que le président américain Donald Trump a initié des pourparlers de paix début 2025 pour mettre fin à la guerre en Ukraine, nous avons vu Poutine adopter la même stratégie. Il parle de vouloir la paix, tout en faisant des choses qui montrent qu'il n'a aucune intention de mettre fin à la guerre qu'il a commencée. En d'autres termes, Poutine fait ce que Warburg dit. Il tient de grands discours tout en prenant des mesures qui prouvent qu'il a l'intention de faire le contraire de ce qu'il dit. Pas plus tard que le 19 février, à la suite d'une nouvelle série de pourparlers de paix, le Guardian a rapporté les commentaires du président ukrainien Volodymyr Zelensky et de l'Union européenne, ou de UE. Zelensky a de nouveau accusé Poutine d'utiliser des manœuvres dilatoires pour faire traîner les négociations, car Poutine ne veut pas revenir sur ses exigences maximalistes, selon lesquelles l'Ukraine doit céder du territoire pour obtenir la paix. Quant à l'UE, le porte-parole des affaires étrangères du bloc, Anwar Elanouni, l'a dit simplement en déclarant « Nous constatons que la Russie poursuit ses attaques incessantes contre l'Ukraine. Cela montre bien que la Russie n'est pas prête pour la paix. Nous ne voyons toujours pas de signes concrets indiquant que la Russie s'engage sérieusement en faveur de la paix. » Warburg affirme que la Russie ne tente même plus de feindre un intérêt pour la paix. Ce que nous voyons réellement ici, c'est ce que Warburg a souligné plus tôt. Poutine affiche une posture forte en exigeant que l'Ukraine cède du territoire, précisément parce qu'il sait que son régime est plus proche que jamais de s'effondrer. Poutine ne peut pas s'arrêter en Ukraine car il sait qu'un conflit menace chez lui, alors il tente de retarder l'inévitable.
Imaginez Internet comme un champ de bataille, rempli d'unités ennemies cherchant la moindre faiblesse pour s'introduire dans votre quartier général. Dans ce quartier général, vous possédez des informations secrètes et confidentielles à protéger absolument. Imaginez pouvoir brouiller toutes les pistes menant à celui-ci et le rendre invisible. Vous le feriez, non ? Nous aimerions remercier notre sponsor Surfshark, dont le VPN garde vos informations en ligne privée et protégée contre les hackers et les acteurs malveillants. Lorsque vous naviguez sur un réseau public, il est très facile d'accéder directement à vos informations, comme les numéros de carte de crédit, les données confidentielles ou les informations personnelles. Surfshark VPN empêche cela de se produire et protège, ainsi que chiffre vos données personnelles en ligne. En plus de sécuriser votre navigation, Surfshark VPN permet d'accéder à des sites et services de streaming autrement bloqués par des restrictions géographiques. Et vous n'avez besoin d'installer qu'un seul abonnement sur tous vos appareils, sans aucune limite, pour commencer à naviguer en toute sécurité dès aujourd'hui. Allez sur surfshark.com/discount et bénéficiez d'une garantie de 30 jours sans risque ou utilisez le code DISCOUNT lors du paiement pour obtenir 4 mois supplémentaires de Surfshark VPN. Nous expliquerons à la fin de la vidéo pourquoi Poutine est si paranoïaque concernant le prochain affrontement contre la Russie, alors restez avec nous. Pour l'instant, les déclarations de force de Poutine aux négociations de paix ne sont pas suivies d'actions en Russie. La Rosgvardia est renforcée car Poutine veut une force concrète pour contrôler le récit, surtout si la population russe ou les soldats revenant du front se rebellent. Cependant, Poutine a pris une mesure plus directe qui montre clairement à tout le monde en Russie qu'il cherche désespérément à contrôler le message qui entoure le Kremlin. Une répression massive des médias est en cours en Russie. Tout cela vise à calmer la paranoïa de Poutine. En même temps, alors que la Russie affiche verbalement sa force, Warburg souligne que le refus de Poutine de négocier sérieusement coïncide avec la plus forte répression médiatique jamais connue dans le pays. Nous n'avons rien vu de tel depuis l'époque soviétique, et c'est une répression si complète qu'elle rendrait en fait Joseph Staline enthousiaste, affirme Warburg. Au cours des dernières semaines, Poutine a restreint l'accès des Russes à la fois à WhatsApp et à Telegram. Ce dernier est particulièrement douloureux pour le Russe moyen, et les soldats sur le front en Ukraine. Les Russes moyens perdent l'accès à une plateforme de communication ouverte qui est utilisée par une grande partie du pays, y compris environ 85% des Russes âgés de 12 à 24 ans. Une grande partie des jeunes Russes perd l'accès à des informations autres que celles validées par le Kremlin. Et c'est exactement ce que veut Poutine. Il ne veut pas que qui que ce soit en Russie s'imagine pouvoir le renverser, surtout pas les jeunes qui ont le potentiel, aussi improbable que cela puisse paraître, de s'organiser en une force de combat, alors qu'ils sont dans la fleur de l'âge. Le 20 février, Poutine est allé encore plus loin. Le président russe a choisi cette date pour signer une nouvelle loi qui oblige les opérateurs de télécommunications russes à couper les communications si le Service fédéral de sécurité, ou FSB, l'exige. Les opérateurs devront couper l'accès à Internet pour les personnes vivant dans les régions de la Russie confrontées à des menaces terroristes. Vladimir Poutine veut s'assurer qu'aucun Russe ne puisse communiquer avec l'extérieur lors d'attaques ukrainiennes sur des raffineries ou des sites militaires. Tout repose sur le contrôle du récit. Dans le désespoir de Vladimir Poutine, on observe les derniers soubresauts d'un dirigeant conscient que son temps est compté. Aussi dommageable que cela soit pour le peuple russe, la coupure des services de communication par Vladimir Poutine, notamment Telegram, sabote en réalité sa propre armée. TVP World indique que la répression du Kremlin contre Telegram a été mal accueillie par de nombreux Russes. Pour l'armée, perdre l'application revient aussi à perdre une plateforme clé pour organiser des assauts et communiquer sur le front. Ce que Telegram a fait, c'est qu'il a permis aux soldats russes de partager des photos et des vidéos entre eux extrêmement rapidement afin qu'ils puissent réagir efficacement sur le champ de bataille, explique Warburg. C'était vital pour les opérateurs de drones russes, car cela permettait une identification rapide des cibles. Sur le front, les soldats russes utilisaient Telegram pour documenter les fortifications et organiser des assauts contre les positions ukrainiennes. Mais tout cela a disparu. Ce n'est pas un hasard si Poutine renforce ses forces de sécurité intérieure au moment même où il sabote sa propre armée. Et ne vous y trompez pas, Poutine sait exactement ce qu'il fait à l'armée russe en réprimant Telegram. Warburg explique que lorsqu'un régime autoritaire sacrifie l'efficacité de son armée pour contrôler le récit interne, cela révèle un changement de mentalité du dictateur. Dixon a dit la même chose en parlant du renforcement de la Rosgvardia. Et tout cela revient au fait que Poutine se soucie désormais davantage du contrôle de l'information que de gagner la guerre.
L'invasion de l'Ukraine est simplement quelque chose que Poutine continue de faire avancer pour pouvoir éviter l'inévitable. La guerre qu'il affronte depuis la chute de son système clientéliste. Les dictateurs comme Poutine restent au pouvoir non grâce au soutien populaire, mais parce qu'ils créent ce que Engelsberg Ideas nomme le peuple du dictateur. C'est presque toujours une minorité de personnes représentant entre 2 et 20% de la population d'un pays, mais cela suffit à un dictateur pour garder le contrôle. Par exemple, Poutine a déjà contrôlé l'armée russe parce qu'il offrait personnellement des promotions. Il autorisait la corruption, profitant aux officiers et hauts gradés. Toute forme de service public devient un cadeau du dictateur, selon Engelsberg Ideas. Cet arrangement ne dure que tant qu'il y a de l'argent et du pouvoir à distribuer à ceux que le dictateur veut contrôler. Poutine manque des deux. Il le sait, et tente donc de contrôler le récit en Russie actuellement. Poutine sait qu'il a créé un paysage d'horreur pour la Russie, tant pour la situation actuelle que pour l'avenir. Tous les grands plans de victoire de Poutine en Ukraine ont échoué depuis longtemps. Poutine ne deviendra absolument pas l'équivalent moderne des grands tsars de Russie, car tout ce qu'il a fait en Ukraine, c'est prouver sa propre incompétence, même si la Russie finit par gagner. Cette victoire, si jamais elle arrive, a déjà coûté bien plus à la Russie que quiconque ne l'aurait jamais imaginé. Ce fait, ajouté à l'incertitude de Poutine sur l'avenir de centaines de milliers de soldats brutalisés rentrant au pays, explique la situation actuelle. Poutine sait qu'une guerre pour maintenir le pouvoir dans son propre pays approche, donc couper les communications et se constituer sa propre armée privée vise en réalité à se protéger contre la possibilité que le peuple russe, et peut-être même son armée, se révolte. Rand souligne ce point dans un article du 20 février écrit par John Tefft, qui expose les nombreux problèmes que Poutine a créés en Russie. Le pays a une population en déclin qui n'est pas aidée par la guerre. Selon l'ONU, la Russie comptera entre 74 et 112 millions d'habitants, en 2100 contre 146 millions aujourd'hui. La société civile indépendante et l'activité politique d'opposition sont déjà radicalement réprimées en Russie, souligne Tefft, et Poutine n'a toujours pas de solution au problème du retour des soldats. Environ 8000 anciens combattants russes ont déjà été condamnés pour des délits civils depuis leur retour au pays, souligne Tefft. Et environ 900 ont commis des crimes violents, entraînant la mort d'au moins 423 personnes. Cela illustre ce que Poutine pense devoir affronter à l'avenir, quand sa guerre aura paralysé la Russie encore plus qu'elle ne l'est déjà. Imaginez des centaines de milliers de soldats en colère revenant dans un pays à genoux, encore plus autoritaire qu'avant leur départ. Vous obtenez une poudrière, une situation dans laquelle les soldats et le peuple réalisent que la guerre menée par Poutine n'a servi à rien pour améliorer leur sort. Cette colère est l'ingrédient clé pour déclencher une guerre civile. Une guerre où le peuple que Poutine veut contrôler se révolte contre lui. Et même si Poutine essaie de se prémunir contre ce type de bouleversement social, il ne fait que suivre le manuel que tous les dictateurs suivent avant leur chute. Plus de contrôle, plus de répression. Du sabotage contre une armée qui a déjà perdu près de 1,26 million de personnes dans la guerre en Ukraine. Pour Poutine, mieux vaut garder le pouvoir sur un pays ruiné que laisser place à un avenir meilleur. Le renforcement de la Rosgvardia montre que Poutine a tourné son attention vers un nouvel ennemi. Cet ennemi n'est pas l'Ukraine, mais la Russie elle-même. La Russie devra se soulever contre Poutine, sinon un siècle de destruction l'attend. L'avenir entier du pays est en jeu alors que la Russie perd ses soldats et fait face à une crise démographique qui hantera le pays. Tout cela à cause de Poutine. Control the people's minds and you can keep the Ukraine war going. That has been Putin's propaganda ploy ever since he launched the Ukraine invasion, and it has worked out well for him so far. But propaganda only works when your allies all stick to the story, and that isn't the case for Putin anymore. Kremlin propaganda has backstabbed Russia's leader by admitting that the Ukraine war has already been lost. The unthinkable has happened, and it's all over for Putin's deceptive game. And there is one man who is at the center of it all, Vladimir Solovyov. Long one of the Kremlin's most reliable and virulent propagandists, Solovyov has conducted a massive turnaround on state TV that has exposed everything that the Kremlin is doing to wreck the Russian economy. The man who only a few days ago was telling Putin and his cronies that they should be bombing London has started sharing the numbers, facts and opinions of everyday Russians as they struggle to come to grips with the impact that Putin's Ukraine invasion has had on them. For Putin and the entire Kremlin, this is like a shot of poison to their collective veins. The man who is being paid handsomely to spew the mindless narrative that Putin wants his people to believe has come right out and said that it is all nonsense. Russia is struggling.
It's on the verge of economic collapse. And as you'll find out if you keep on watching, Putin's desperate attempt to control the spiraling state of his narrative is utterly failing. So, what did Solovyov actually say? Anna from Ukraine, who is a YouTuber who commentates on developments in Russia that are often missed by the mainstream media, explains the basics. She points out that Solovyov is one of the most dangerous men in Russia, specifically because his position on state TV means that he is able to influence the opinions of millions of people who simply don't have access to independent news sources that enable them to get a clearer picture of what is happening, not just in the world, but even in their own country. Solovyov is an extremely dangerous person that created a lot of crimes with his talent of communicating, of spreading Russian BS and so on, Anna says. This talent has perhaps allowed him to earn billions of rubles from the Kremlin, she adds, which makes it very clear that this is a propagandist who has happily suckled on Putin's teat for as long as he could extract money out of the Russian president. Solovyov's reputation is such that even the US Department of State has labeled him a face of Kremlin propaganda, and noted that he has been spreading what it claims to be Guinness World Record-breaking diatribes against the West and Ukraine since 2010. This is a man who has, or had, a network of 17 Telegram channels along with his own state-sponsored TV show, and it's fair to say that he is a main source of news for many people in Russia. We tell you all of this so that you understand the caliber of this propagandist in terms of his pro-Kremlin opinions. And now, he's turned on the Kremlin. Solovyov has plunged a knife right into Putin's back, as Anna from Ukraine explains. So this very person decided to enumerate a number of problems that right now destroy the Russian Federation from the inside, she says. Among those problems, Anna adds, are the sky-high interest rates that the average Russian has to deal with, even after Russia's central bank has spent the last few months chopping away at those rates. Solovyov also exposed how Russia's crippled economy is leading to businesses being destroyed, and how many people who are reportedly experts on Russia's economy are predicting a complete collapse, all due to Putin's refusal to end his war in Ukraine. Of course, those outside of Russia have known about these problems for a long time. Right now, Russia's key rate is 15.5%, following another Bank of Russia cut of 0.5%. Whatever minor hope can be derived from a cut evaporates completely when that cut still means that Russia is dealing with interest rates that are triple or even quadruple those seen in places like the US, Australia, Saudi Arabia, China, the UK, Canada, and practically all developed Western nations, per trading economics. Even in Rwanda, the key policy rate is 7.25%, less than half the rate seen in Russia right now. And on the business front, Russia's small oil producers are floundering as Western sanctions prompted by Putin's invasion are destroying them. Russian oil prices have been pushed down to $40 per barrel, Yahoo Finance said on February 18th, and that simply isn't high enough to stop many of Russia's smaller suppliers from becoming insolvent. Anna from Ukraine adds to all of this, noting that one of Russia's most important propagandists has exposed so much more. So interest rates are high. Businesses are closing, restaurants and shops closing, apartment blocks remain unsold. That is what he kept repeating, she said to Solovyov's outburst. And there was more. Russia's struggling construction, metallurgy, oil and gas industries all came under the propagandist's microscope in a rant that, for once, wasn't aimed at Russia's enemies. It was a direct message to the Kremlin. A message that tells Putin that the Russian people know that the war that their president started is crippling them economically. Russia's economy is in the death zone, The Economist said in a February 16th article. Though Russia's economy may not collapse outright, the outlet says, it will also not recover to any decent level until long after the Ukraine war is over. Russia's economy is stuck, lost in a sort of negative equilibrium, where all it can do is barely hold itself together, as Putin's relentless appetite for war consumes every type of industry that Russia has that isn't directly associated with the war that he is waging. It's this horrific state of affairs for the everyday Russian that Solovyov has called out, and it seems that he may have taken such a bold step because he is slowly recognizing that a major power shift is going on in Russia. Putin's grip is slipping. The authoritarian who is so desperate to keep hold of his country can no longer hide the realities that his decisions have brought down upon his own people. Also speaking to the ordinary people, Anna says of Solovyov's expose, he focuses on these very obvious signals of the dying economy. So perhaps the very fact that he started talking about such things is influenced by the size of the problem that people are talking about on the streets, at work, in their kitchens, and to pretend that nothing is happening is very wrong. In other words, Russia's economic problems have grown too big to ignore. And for a man like Solovyov, that fact creates a dilemma.
Does he continue to toe the Kremlin line that everything is fine and that Russia is powerful? Well, if he does, he ruins his own credibility, and his career as a pseudo-journalist is all but over. Or does the Kremlin propagandist turn on his paymasters to deliver a dose of the reality that is affecting the Russian people, thus risking the wrath of Putin himself? Well, Solovyov has spoken out against Russia's power base before. In the wake of the Kremlin's August 2024 humiliation in Kursk, when Ukraine counter-invaded and snatched up Russian territory, the propagandist said that a resignation is necessary. But even these seeming acts of rebellion have always been tinged with caution. A resignation doesn't translate to Putin's resignation, and that's the point. Solovyov has always tinged whatever scant criticism that he delivers with the undertone of suggesting that Putin is still great, and that all he has to do is surround himself with better people. Well, not this time. By calling out the state of Russia's economy, the Kremlin's favorite propagandist has unavoidably showcased how it's Putin's ineptitude that has led the Russian people to the fate that they now face. And in a few minutes, we're going to explain how it's not just Solovyov over whom Putin is losing his control. An entire network of military bloggers is also turning against the Kremlin and reversing the tide of Putin's propaganda tidal wave. That development twists the knife that Solovyov has plunged between Putin's shoulder blades. And by the way, if this is the kind of insight that you want more of, make sure you're subscribed to The Military Show. We break it down like this every single day. Now, what we're seeing here is the breakdown of the most important weapon that Putin has in his arsenal when it comes to his own people. Narrative dominance has always been the bedrock of Putin's leadership style, as Russia knows that controlling the conversation is what prevents Russia's people from turning against him when times get tough. People like Solovyov are supposed to help Putin with that task. He should be beating the Kremlin drum at all times, not going on state television to expose the shambles of the Russian economy to the entire world. Putin is such a great believer in the concept of narrative dominance that he also tries to exert it on the global stage. The ongoing peace negotiations with Ukraine offer the perfect example, as David A. Depchler writes for Forbes. His strategy now depends less on decisive battlefield success and more on convincing the world, particularly the United States, that Russian victory is inevitable, that continued support for Ukraine is futile, and that pragmatic Americans would be wiser to prepare for profitable normalization than prolonged confrontation. Depchler says, "It's lies upon lies, and every single tall tale that comes out of Putin's mouth gets added to an entire tapestry of whoppers that the Russian propaganda machine is supposed to keep clean. Even one thread out of place could lead to that entire tapestry crumbling, and that, more than anything else, is why a major propagandist exposing the Kremlin's inadequacies is so damaging to Putin. A thread has been pulled. The tapestry begins to unweave." Now, the damage is being done to Putin, and it has led him down some desperate roads in recent days. We'll dig into that soon. But before we do, Solovyov turning his back on the Kremlin is clearly a watershed moment. Definitely for the first time during Putin's regime, Anna from Ukraine says of Solovyov's betrayal, adding, "And it symbolizes the loss of Putin's control, because in Russia, people rarely express their opinions openly, and usually they receive their opinions from the state TV, from the popular vloggers that were allowed by the Kremlin regime. What does it mean when the opinion former is feeding information to the people that makes them wake up to the fact that it's the Kremlin's fault that they're struggling in the first place? Well, certainly not anything that the Kremlin is going to want to see. And if Solovyov keeps on doing what he has started to do, more Russians are going to see that it is their own government that is hurting them due to Putin's insatiable lust for war with Ukraine. Maybe the turncoat propagandist will focus on how Putin is stealing more money from the average person's pocket by way of taxation, all to keep on funding his ridiculous war. Asia News has exposed all of this, as it points out in a February 18th piece that municipal service rates across Russia rose by between 8 and 12% on average in 2025. And that's on top of VAT being increased by 1.7% on all products on January the 1st, all of which has led to sharp increases in consumer goods that Russia's people could barely afford in the first place. Even good propaganda can only hide what's happening in Russia for so long. A propagandist actually delivering the reality to the people who form their entire opinions based on what he says is a death sentence for the Kremlin. So where does all of this leave Putin? Well, we told you earlier that his control is slipping, that he's going to do anything that he can to maintain it. Russia's leader is getting desperate to keep his narrative in play, and that has led to him making what may be the dumbest move that he's ever made since he launched his Ukraine invasion. Putin has banned Telegram. Yep, and that means that many of the voices that constantly spoke out in support of the Kremlin's policies, making money from doing so in the process, have been silenced.
And make no mistake about it, that amounts to a legion of propagandists who are now furious at the Kremlin for taking away their source of income. And to add a little context to why the Telegram ban is so desperate, you need to know a little bit more about just how ubiquitous this social media platform is in Russia. Over 100 million Russians use the app, the New York Times reports, and around 60 million of those users check Telegram every day. Beyond state TV and newspapers, Telegram is one of the main sources of news for the Russian people. And remember, Solovyov himself has 17 Telegram channels, so he and the Kremlin clearly saw how valuable the platform could be from a propaganda perspective. However, that value is only there for the Kremlin as long as it can control the narrative being spun on Telegram, and that's where things have fallen apart for Putin. As military bloggers report more information that the Kremlin wants to give away, and Telegram opens up opportunities for Russians to find opinions other than the Kremlin party line, it was almost inevitable that a crackdown would come. And it has. And plenty of Russian propagandists are furious about it. The fury from Russia's military bloggers in particular has been immediate. The Kyiv Independent reported on the anger that is spreading among Russia's less traditional propagandists, noting that many are calling on the Kremlin to stop depriving them of their platform in the wake of the Telegram ban and a similar ban on the use of WhatsApp in Russia. Fighter Bomber, who was one of the more notable Russian military bloggers on Telegram, sums up the general mood with a sarcastic statement. "Unfortunately, we can't cut off Starlink for the Hochli," he said, using a slur that Russia's bloggers like to use against Ukraine soldiers. "But we can cut off Telegram for Russians, and if we can, well, why not? Why not indeed, from Putin's perspective? With Telegram gone, the Kremlin can push Russians toward the state-controlled Max app, and perhaps more importantly, it can try to stop Russian people from getting news from sources that aren't necessarily Kremlin-approved. Even some of Putin's most vocal fans are up in arms about the Telegram ban, Bloomberg reported on February the 17th. The outlet says that cutting off access to this particular app may be a bridge too far for many Russians. And interestingly, some major hitters have even come out against the move. Putin's favorite mouthpiece, Dmitry Peskov, has called the loss of Telegram a shame. And wouldn't you just know it, Solovyov has also complained during a live stream that his numbers have taken a steep decline in the wake of Putin's Telegram ban. Military bloggers matter to the Kremlin. And when they're doing their jobs the way that the Kremlin wants them to, those bloggers serve as important cogs in the Russian propaganda machine. They are Putin's digital foot soldiers, CNN said back in 2023, and many have sources deep within the Russian armed forces and associated paramilitary groups, such as Wagner. The BBC adds that these bloggers are popular with Russia's readers because they often provide more information about what's happening in Ukraine than Russia's state media. Of course, they also make plenty of money while doing it, so we can't ignore that so many are angry at the Kremlin for the Telegram cutoff because they're losing their sources of income. And perhaps that's why Putin wants to shut the military bloggers down. They know too much, they say too much, and with many having audiences in the hundreds of thousands or even the millions, they're influencing the Russian people too much. Remember, Putin's entire reign is predicated on his ability to always control the narrative. When Russia has what the Kremlin might look upon as loose cannons operating on social media, more of the threads on that tapestry of lies we talked about earlier start to come loose. Russia has already started turning against these blogging propagandists toward the end of 2025. And as the Carnegie Endowment noted in December, several had found themselves classed as foreign agents or charged with crimes under Russia's repressive extremism laws. The endowment even says that this fight against its former propaganda machine is calculated, noting that it gives the Kremlin the chance to create an impression that it is trying to silence the voices of pro-war radicals after 4 years of fighting that have left everyday Russians tired of Putin's invasion. However, the state steamroller wasn't fast enough to crush Solovyov. And now that he has turned against the Kremlin, Putin's desperation is on the verge of turning into outright despair. Who can he trust, if not the man that the Kremlin put on state TV to deliver the messages that the Kremlin wants the Russian people to hear? How is Putin supposed to control the narrative when the very peddlers of that narrative aren't towing the line? These are questions that Putin never wanted to answer, and everything that we're seeing now in terms of his attempts to repress the flow of information in Russia amounts to the actions of a leader who knows that his days are numbered. Russia is the country that suffers from the madness of its leader, to whom all of its population delegated their rights and freedoms, Anna from Ukraine says, when wrapping up her video about Solovyov's actions. Maybe the once Kremlin-favoring propagandist has realized that fact, and he's decided that using his platform to bring power to the people, or at least expose what they're going through, is more important than saying what Putin wants him to say.
The Ukraine war is already lost, and every Russian is feeling the impact worse and worse with each passing day. With the knife now stuck in his back, Putin will push on, of course. But he'll do it knowing that one of Russia's most influential voices is delivering the very last kinds of messages that the Kremlin wants its people to hear. Putin has crippled his country, and Solovyov knows it. Not even the turncoat talking head has revealed just how bad things are getting for Russia. The Russian economy is in the toilet, but the country has already been flushed, and there may be no finding it in the sewage for a century. La Russie pensait remporter facilement cette guerre, Poutine ayant affirmé à son peuple que l'Ukraine s'effondrerait sous la puissance militaire russe, mais cela ne s'est pas produit. L'impensable se produit actuellement en Russie. Des membres du Parlement régional russe admettent que la guerre est perdue. La panique règne et le chaos s'ensuit, alors que des responsables affirment qu'une guerre qui a éclipsé la Seconde Guerre mondiale est désormais une guerre dont Poutine doit se retirer et fuir. Les voix dissidentes se font de plus en plus entendre, et l'une de ces voix est celle de Grigori Yeremaev. À 69 ans, Yeremaev a vu presque tout ce que Poutine a vu en Russie. Il a vu la Russie dominer un empire sous l'Union soviétique, que Poutine tente aujourd'hui de restaurer. Yeremaev a assisté à l'effondrement de l'Union soviétique et à la reconstruction de la Russie. L'ascension de Poutine s'est faite sous les yeux de ce politicien. Après 4 ans de guerre en Ukraine, Yeremaev a adressé un message fort aux dirigeants russes et à son collègue parlementaire. Reconnaissez que la guerre en Ukraine n'a atteint aucun objectif stratégique de Poutine. Dans un instant, nous verrons les preuves qui donnent raison à Yeremaev et pourquoi la situation de l'Ukraine est aujourd'hui, à bien des égards, pire pour la Russie que pendant la Seconde Guerre mondiale. Avant cela, il faut examiner attentivement les déclarations de Yeremaev. Selon RFU News du 5 février, l'homme politique russe a déclaré devant ses collègues que les objectifs de la guerre en Ukraine n'ont pas été atteints et sont désormais inatteignables. En résumé, la Russie ne peut pas gagner. Poutine poursuit la guerre car l'arrêter ferait de lui un président vaincu par une nation que l'on croyait incapable de résister à l'agression russe. Dire que ses propos sont controversés est un euphémisme. Amnesty International note que les opposants pacifiques à la guerre de Poutine sont souvent accusés à tort, le Kremlin cherchant à les réduire au silence. Des accusations mensongères de violence contre la police sont fréquentes. Poutine ne peut pas utiliser ce genre d'accusation contre un membre du Parlement qui s'est exprimé dans l'enceinte du Parlement. Mais le Kremlin peut invoquer l'incitation à la haine, comme il le fait souvent contre les voix anti-guerre. Il pourrait même aller jusqu'à dire que Yeremaev est un traître parce qu'il a osé s'exprimer au sujet de Poutine. Mais ces accusations n'altéreront pas la portée symbolique de l'acte d'Yeremaev. Il s'est adressé à ses collègues, souvent prêt à tout pour attirer l'attention de Poutine, et à dévoiler la réalité qu'ils cachent à leur président. Nous voudrions dire que les paroles de Yeremaev ont inspiré une rébellion, et que ses soutiens au Parlement russe ont courageusement dénoncé l'échec de la guerre absurde de Poutine. Mais malheureusement, cela ne s'est pas produit. Comme on pouvait s'y attendre, les soi-disant politiciens, ou plus exactement les carriéristes, qui essaient de se faire bien voir de Poutine à tout prix, ont choisi de faire taire Yeremaev. Presque aussitôt que Yeremaev a commencé à parler, d'autres députés ont commencé à le couvrir de leurs cris. Son micro a été recouvert puis coupé, illustrant le désir désespéré du Kremlin de contrôler un récit que le politicien brisait. Ce n'est pas de la politique, mais du pouvoir. Un effort putride de politiciens qui se soucient davantage de l'opinion de Poutine que de ses échecs, cherchant à faire taire une voix dissidente qui leur disait la vérité. Mais ils ont tardé à agir. La voix s'est tout de même exprimée. Beaucoup de Russes, même certains parlementaires ayant dénoncé Yeremaev, sont probablement d'accord. La guerre de Poutine a été un échec, et elle continue de l'être. Et tout ce que Poutine peut faire maintenant, c'est continuer la guerre. Changer de cap maintenant ferait exactement ce que Yeremaev dit. Cela présenterait Poutine comme le président vaincu dans une guerre qu'il a lui-même déclenchée. Yeremaev a été puni pour sa transgression. Selon RFU News, le politicien a été accusé d'abus de la liberté de la presse après sa déclaration, une mesure tellement absurde qu'elle en devient risible. Liberté de la presse. Dans un pays où des réseaux sociaux comme Telegram sont fermés car ils permettent à la presse d'informer les Russes sur la réalité en Ukraine. La liberté de la presse n'existe pas dans un système où douter de la campagne de Poutine est considéré comme une trahison. Yeremaev s'en est apparemment bien sorti pour l'instant. Un tribunal de Samara, la région où le discours de Yeremaev a eu lieu, a condamné Yeremaev à une amende de 30 000 roubles, soit environ 388 $ pour ses propos.
Le compte X de l'Observateur électoral russe précise que le discours de Yeremaev s'est tenu à la Douma régionale de Samara, ajoutant que Yeremaev a affirmé que Poutine sait lui-même que l'invasion de l'Ukraine est un échec et une erreur. Les mots de ce dissident courageux ont aussi provoqué 7 minutes de débat acharné. Le média régional russe. Aspect précise que le politicien a toujours été un rebelle et a même osé qualifier la guerre de Poutine de broyage de vie et de destins humains. Ce n'était pas une critique timide envers l'entourage de Poutine. Les paroles de Yeremaev étaient une attaque directe contre le dirigeant russe, une déclaration qui démontre que Poutine, peu importe le nombre de lois qu'il adopte, ne pourra jamais réduire au silence ceux qui s'opposent à lui. Yeremaev risque bientôt la prison selon Aspect, mais s'il doit payer ce prix pour avoir dénoncé la propagande et la banalisation des meurtres quotidiens de centaines de civils en Ukraine, il semble prêt à l'accepter. Yeremaev savait sûrement que ses paroles provoqueraient des réactions négatives, mais en les prononçant, il a révélé que Poutine est l'imposteur qu'il est, et Yeremaev a entièrement raison sur toute la ligne. Plus tard dans la vidéo, nous allons approfondir les affirmations des politiciens selon lesquelles Poutine est désormais piégé par la guerre qu'il a lui-même déclenchée, ce qui signifie qu'il ne peut plus s'arrêter, même s'il ne peut pas non plus gagner. Avant d'aborder ce sujet, examinons les affirmations selon lesquelles Poutine aurait échoué dans ses objectifs stratégiques et n'a aucun espoir d'y parvenir. Le point de départ logique de cette discussion est ce que RFU News relève dans son reportage sur les commentaires de Yeremaev. L'Ukraine est le pire conflit pour la Russie depuis la Seconde Guerre mondiale, et sous certains aspects, il la surpasse. La guerre en Ukraine dure déjà plus longtemps que l'engagement russe pendant la Seconde Guerre mondiale. Comme l'a rapporté Radio Free Europe Radio Liberty, le 12 janvier a marqué le moment où la guerre soviétique contre les forces d'Adolf Hitler a officiellement été dépassée en durée par la soi-disant opération militaire spéciale. 3 ans, 10 mois et 8 jours, c'était la période magique, et chaque jour qui passe depuis ne fait qu'ajouter à un échec que Poutine ne peut pas dissimuler. Il a engagé son pays dans un conflit que Poutine n'a pas su gagner aussi vite qu'il l'affirmait. Chaque jour, la Russie perd en moyenne 1000 soldats dans une guerre que, selon le Kremlin, elle aurait déjà dû gagner. La comparaison avec la Seconde Guerre mondiale est encore pire pour la Russie. Malgré la brutalité des batailles soviétiques contre les nazis, les pertes russes en Ukraine restent inférieures à celles de la Seconde Guerre mondiale. Poutine a cependant obtenu beaucoup moins de résultats avec sa guerre que ses ancêtres soviétiques face à Hitler. Comme le rapporte RFU News, les drones ukrainiens volent jusqu'à 1500 km, soit 932 miles, à l'intérieur du territoire russe. Les drones ne posaient pas problème à l'Union soviétique pendant la Seconde Guerre mondiale. La Russie subit des attaques sur son territoire, alors que la guerre en Ukraine dure désormais plus longtemps que la Seconde Guerre mondiale. À ce stade, les soviétiques avaient vaincu les envahisseurs nazis. Les attaques à l'intérieur de la Russie n'étaient plus une préoccupation, mais elles le sont toujours dans la guerre en Ukraine, et tout cela est la faute de Poutine. La guerre en Ukraine a surpassé la campagne russe de la Seconde Guerre mondiale par l'échec des forces de Poutine à prendre du territoire. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'Union soviétique avait réussi à repousser les nazis de 1500 à 1800 km, soit de 932 à 1118 miles vers l'ouest, ce qui a conduit à l'arrivée de la Russie à Berlin. En Ukraine, la Russie progresse au maximum de 150 km, 93 miles, à l'intérieur du territoire. Poutine a mis plus de temps que les soviétiques, contre les nazis pour conquérir un dixième du territoire. Et il a subi cet échec, même s'il avait l'avantage de lancer la soi-disant opération militaire spéciale à la frontière ukrainienne. Poutine décrit la campagne soviétique de la Seconde Guerre mondiale comme une croisade ayant sauvé le monde. En Ukraine, il a lancé une campagne qui va faire chuter la Russie. Aucun objectif de Poutine n'a été atteint. Selon le président finlandais Alexander Stubb, Poutine a déjà subi une telle défaite stratégique qu'il restera dans l'histoire comme un échec. S'exprimant à la conférence de Munich sur la sécurité le 13 février, Stubb a exposé chaque objectif manqué. Il voulait rendre l'Ukraine russe. Elle est devenue européenne, a déclaré Stubb, échec numéro 1. Il voulait empêcher l'élargissement de l'OTAN. Il a eu la Finlande et la Suède. Deuxième échec. Il voulait maintenir nos dépenses de défense à un niveau bas. Et maintenant, c'est monté à 5%. Échec numéro 3. Présenté ainsi, on pourrait dire que les propos de Yeremaev à la Douma régionale de Samara étaient généreux. La guerre en Ukraine est totalement perdue pour la Russie, car tout ce que Poutine voulait réaliser, notamment priver l'Ukraine de sa souveraineté, a été gâché au point qu'il est étonnant qu'il n'y ait pas plus de critiques comme Yeremaev.
La défaite stratégique de la Russie est aggravée par son incapacité à dominer dans quelque domaine que ce soit de la guerre en Ukraine. Selon un magazine politique canadien, pour Poutine, ce manque de domination pourrait servir de levier contre la Russie lors des négociations de paix. La Russie se contente de revendiquer à tort la prise de ville toujours tenue, comme Popiansk fin 2025. Il devient clair que l'idée d'une avancée russe face à des Ukrainiens qui se mettent à l'abri, largement relayée par les médias occidentaux selon le magazine, est fausse. La défense de l'Ukraine n'est pas vaine, elle est réussie. Les nazis ont chuté plus vite et plus brutalement devant les soviétiques que l'Ukraine face à Poutine, et c'est encore une façon polie de le dire. Au mieux, l'Ukraine a commis quelques erreurs stratégiques, tandis que Poutine engage tout ce qu'il a dans une guerre qu'il ne parvient pas à gagner. Si l'on parlait souvent des milliers de soldats russes tués pour les ambitions de Poutine, plus de gens s'interrogeraient sur le coût de chaque avance. Beaucoup verraient la volonté de l'agresseur de payer ce prix comme un signe de désespoir, non comme un succès inévitable de la Russie, souligne Policy sur ce que les médias occidentaux devraient davantage relayer. Yeremaev dénonçait précisément ses échecs lors de son discours, ce qu'il a clairement exprimé. Revenons à la question du territoire. Nous avons vu que la progression russe en Ukraine a été médiocre comparée à ce que la Russie avait fait face à l'ancienne nation militaire la plus puissante du monde. Selon l'Institut pour l'étude de la guerre, ISW, la Russie peine désormais à recruter assez pour compenser ses pertes. Le Kremlin a recruté 406 000 personnes pour combattre en Ukraine en 2025, mais l'ISW affirme que les estimations des pertes dépassent 410 000. Malgré toutes ces pertes, la Russie a en réalité perdu du territoire en Ukraine. Elle s'est emparée de 26% du pays, y compris la région de Crimée précédemment annexée illégalement, qu'elle contrôlait déjà en mars 2022. Mais au lieu de préparer le terrain pour une avancée, 26% est le maximum que la Russie ait pu obtenir. 4 ans et plus, de 1,25 million de victimes plus tard. La Russie contrôle un peu plus de 20% de l'Ukraine, et sa lente avancée tue la propagande du Kremlin. La Russie mettrait des années à récupérer ces 26%, avec plus des 3/4 de l'Ukraine restant à conquérir. C'est humiliant pour Poutine. Un échec si massif que peu importe les cris de trahison visant à faire taire des voix comme Yeremaev. Tout est là, dans les faits. Poutine a commis des erreurs qui ont ruiné l'héritage qu'il avait avant l'Ukraine. Le Kremlin n'a plus d'excuses, poussant les politiciens à réclamer ouvertement la fin de la guerre de Poutine. Même les analystes pro-guerre en Russie, tels les blogueurs militaires sur lesquels Poutine s'est appuyé pour diffuser son récit, ne sont plus fiables. Qualifiés d'agents étrangers, comme certains l'ont demandé pour Yeremaev, ils critiquent dans la réalité du champ de bataille, les commandants et les décisions, révélant des divisions parmi ceux censés maintenir le moral du public pour l'effort de guerre, selon RFU News. Pour faire face à tous ces déboires, Poutine n'obtient même pas ce qu'il voulait des pourparlers de paix qu'il pensait pouvoir manipuler pour forcer l'Ukraine à céder le Donbass. Ça aurait été quelque chose pour le président russe. Bien sûr, tous ces autres objectifs stratégiques ont échoué et semblent encore plus lointains, mais obtenir le Donbass lui aurait permis de revendiquer un succès, ce qui n'arrive pas non plus. Comme l'a noté Politico dans un article du 13 février, les pourparlers de paix sont désormais bloqués. La Russie n'a pas réussi à convaincre les États-Unis de faire suffisamment pression sur l'Ukraine pour convaincre Zelensky de céder le Donbass, obligeant Moscou à poursuivre une guerre qui a surpassé la Seconde Guerre mondiale et s'est soldée par un échec total. Cette guerre exerce chaque jour sans victoire une pression financière accrue sur la Russie, marquant un nouvel échec pour Poutine. Prendre l'Ukraine aurait dû enrichir la Russie. Selon le service géologique ukrainien, le pays abrite des ressources minérales d'une valeur de 15 000 milliards de dollars, ce qui représente 5% de la richesse minérale mondiale totale. Poutine voulait cet argent. Ce qu'il a après 4 ans, c'est une version de la Russie en crise financière. L'économie stagne tandis que les dépenses en santé, éducation, infrastructure, sécurité et protection sociale chutent, car la Russie consacre davantage de budget à la guerre en Ukraine et au remboursement de la dette. Le Fonds monétaire international prévoit que l'économie russe ne croîtra que de 0,8% en 2026 après une année 2025 stagnante, qui n'a vu qu'une croissance de 0,6%. La Russie vend son pétrole à des prix fortement réduits simplement pour maintenir un certain flux de revenus, et elle fait face à des pressions démographiques à long terme, auxquelles s'ajoute l'ampleur des pertes humaines en Ukraine. Yeremaev a raison. La Russie a déjà perdu la guerre en Ukraine. Et il avait raison sur un autre point. Poutine ne peut plus reculer, car ce serait admettre sa défaite et entrer dans l'histoire comme un échec absolu. Poutine est maintenant piégé.
Peter Dickinson l'a dit dans un article du 12 février pour l'Atlantic Council, où il a souligné que l'objectif de Poutine, peut être plus que tout ce qu'il cherche à accomplir en Ukraine, est d'assurer son héritage. Poutine pense être en mission historique pour corriger l'injustice de l'effondrement soviétique et restaurer l'Empire russe. Pour y parvenir, il s'est persuadé qu'il fallait effacer l'Ukraine comme État et nation, écrit Dickinson. Cette obsession a guidé tous les actes de Poutine et l'a mené à l'impasse actuelle, selon Dickinson. Yeremaïev voit tout cela. Comme mentionné au début de la vidéo, le politicien, assez âgé pour avoir vu tout ce que Poutine a fait en plus de 25 ans de règne, voit au-delà de la façade d'homme fort. Poutine poursuit la guerre en Ukraine pour retarder le moment où il devra rendre des comptes pour ses échecs, pensant peut-être qu'il sera mort avant ce jour. Tout ce qu'il a essayé de faire a renforcé l'Ukraine, ainsi que l'Europe et l'OTAN, alors que son contrôle sur son peuple s'effrite. La propagande interne que Poutine a utilisée en Ukraine s'effondre autour de lui. Poutine se contente d'opérations sous fausse bannière, affirmant par exemple que l'Ukraine aurait attaqué l'une de ses résidences, probablement une mise en scène, pour entretenir l'illusion d'un désespoir ukrainien. Mais c'est Poutine lui-même qui ne fait plus que s'accrocher pour survivre. Il a cédé son pays à la Chine juste pour garder le pouvoir. Selon l'Institut de l'Union européenne pour les études de sécurité, un grand fossé de dépendance s'est créé entre la Chine et la Russie, au détriment de la Russie. C'est encore la faute de Poutine et de sa guerre. La Chine pourrait ruiner la Russie en cessant d'acheter son pétrole si elle trouve une meilleure offre. Et elle pourrait très bien le faire, d'autant plus que de nouvelles sanctions exercent une pression sur Pékin pour qu'elle coupe les liens et s'éloigne de la Russie. L'Institut note que la Chine modifie son comportement si le soutien cause de grandes difficultés économiques. Poutine ne fait que se soumettre davantage à la Chine, affaiblissant encore la Russie, après les dégâts causés par la guerre ratée en Ukraine. Désormais, la défaite menace Poutine, une défaite en Ukraine, encore plus grave que ce que la Russie a déjà subi. Perte de contrôle sur la Russie et son avenir, alors que la Chine rôde comme un requin, et que Poutine abandonne tout pour rester au pouvoir. Même la perte de ceux censés relayer le discours du Kremlin, comme les parlementaires tels que Yeremaïev. Aujourd'hui, c'est un homme qui a été sévèrement censuré, mais qui a eu le courage de se lever et de parler. Demain, après plus d'humiliation pour la Russie, ils pourraient être plus nombreux. Guerre perdue en Ukraine, dissidence latente. Vladimir Poutine ne peut plus qu'espérer survivre à cette dissidence avant l'effondrement de son invasion. Vladimir Poutine ne recevra pas d'aide de l'Ukraine. Le Parlement russe se retourne contre lui, tandis que l'Ukraine présente une stratégie de génie pour mettre fin à la guerre de Poutine. Les zones de destruction atteignent des records. Désormais, la situation va empirer pour la Russie. Perdu dans un océan de paranoïa, Vladimir Poutine sent son emprise sur la Russie lui échapper. C'est un anathème pour un autoritaire, et il doit reprendre le contrôle du récit. Ce besoin, cette soif de contrôle, a poussé Poutine à prendre la décision la plus stupide qu'il ait jamais prise. Poutine a retiré la seule chose qui permettait à son armée de survivre en Ukraine, et les soldats sont maintenant furieux contre le Kremlin. Et tout cela se résume à 2 mots, Telegram et WhatsApp. Poutine est tellement perdu dans sa paranoïa qu'il a pris la décision remarquable d'interdire ces 2 services de réseaux sociaux et tente de les remplacer par des variantes approuvées par le Kremlin, promues par lui-même et ses proches. C'est Poutine qui tente de projeter du pouvoir, de la confiance. Il tente de guider la plume de l'écrivain, alors que s'écrit l'histoire de la guerre en Ukraine, de sa présidence et de la Russie. Cependant, ce n'est ni de la confiance ni du pouvoir. Ces décisions sont celles prises par un dictateur qui sent son contrôle lui échapper. Un autocrate vieillissant, conscient des requins autour de lui et du peuple qui murmure. Mais ce que Vladimir Poutine doit maintenant redouter le plus, ce sont les soldats en Ukraine, privés d'encore plus de leurs précieux moyens de communication. Nous reparlerons de ces soldats. Voyons d'abord les récentes décisions intéressantes de Vladimir Poutine. Le 10 février, CNN a indiqué que le Kremlin avait commencé à limiter l'accès à Telegram, l'une des applications de messagerie les plus populaires en Russie. Selon Statista, plus de 78% de la population russe âgée de 16 ans ou plus utilisait Telegram, WhatsApp arrivant en 2e position avec un taux de pénétration de 73,9%. Le Kremlin a avancé des arguments vagues selon lesquels l'interdiction visait à protéger les citoyens russes, et a accusé Telegram d'être responsable du blocage, car il permettait aux gens de partager des opinions que les autorités russes considèrent comme criminelles et terroristes. En d'autres termes, ce que les Russes trouvent sur Telegram ne correspond pas forcément au récit du Kremlin.
Telegram fait également face à des amendes du Kremlin s'élevant à 64 millions de roubles, soit environ 828 000 $ pour avoir prétendument refusé de retirer des contenus interdits de son application. La restriction du Kremlin, entrée en vigueur le 10 février, a provoqué des milliers de plaintes concernant le dysfonctionnement ou le ralentissement de l'application. Selon le Télégraphe, une source proche du Kremlin a déclaré aux médias d'investigation indépendants Vestka que les restrictions constatées par les Russes posent désormais les bases d'une interdiction totale de Telegram, qui aura lieu en septembre, avant les élections de la Douma d'État. Écartant un rival du récit du Kremlin, Vladimir Poutine s'en est pris à WhatsApp. Comme nous l'avons mentionné, WhatsApp n'est devancé que par Telegram, en ce qui concerne les applications de médias sociaux les plus utilisées en Russie. Le 12 février, 2 jours après l'entrée en vigueur des restrictions sur Telegram, Al Jazeera a rapporté que le Kremlin bloquait aussi WhatsApp, accusé de violation juridique. Dmitri Peskov, porte-parole préféré de Poutine, a expliqué que cette décision résultait du refus de WhatsApp de se conformer aux normes et à la loi russe. Peut-on refaire la traduction ? C'est typiquement une formule à la Poutine pour dire « Waouh, WhatsApp ne me permet pas d'empêcher les Russes de dire ce que je ne veux pas ». L'interdiction de WhatsApp n'est pas surprenante. Le Kremlin s'attaque à l'application depuis 2025, ce qui a conduit à une situation où beaucoup de Russes ne pouvaient y accéder qu'avec l'aide d'un réseau privé virtuel, ou VPN à la fin de l'année. Des blocages similaires ont également été mis en place contre Facebook, X et Instagram, et même YouTube n'a pas été épargné par l'approche brutale du Kremlin visant à couper l'accès à tout service en ligne, qui a la moindre chance de donner aux Russes ordinaires la possibilité d'en apprendre plus que ce que le Kremlin leur dit. Les gens en Russie sont furieux, les soldats du pays encore plus. Pas d'inquiétude, le Kremlin a une solution. Selon Poutine, la Russie n'a pas besoin de ces applications. Tout ce dont ils ont besoin, c'est de s'abonner à Max, l'alternative fabriquée en Russie et approuvée par le Kremlin, qui propose une plateforme de médias sociaux tout en un, au prix très bas, d'une surveillance constante du Kremlin sur tout ce que vous faites ou dites sur l'application. La Russie fait la promotion de Max comme une alternative patriotique à Telegram et WhatsApp, et a même graissé la patte de nombreuses célébrités russes avec des roubles pour qu'elles fassent la publicité de l'application auprès de leurs abonnés. Les responsables russes veulent intégrer Max à Gogoslugi, le portail en ligne donnant accès aux plateformes gouvernementales, au paiement de factures et à la signature de documents, faisant de Max l'accès principal aux services publics russes. Il s'agit de contrôle, nous y reviendrons plus tard dans la vidéo. Actuellement, l'interdiction de Telegram et WhatsApp provoque des ravages sur le front. Des soldats russes meurent après avoir perdu un canal de communication essentiel. Bien sûr, nous n'entendons pas grand-chose des soldats eux-mêmes. Ils se font déchiqueter dans la hachoir à viande ukrainienne. Seuls les rares survivants capturés peuvent exprimer leur avis. Mais selon le Télégraphe, les blogueurs militaires russes, en contact direct avec les soldats via WhatsApp et Telegram, évoquent la situation provoquée par la paranoïa de Poutine sur le front. Des milliers de militaires se retrouveront sans communication, ce qui, en pleine offensive, entraînera des conséquences fatales, a déclaré la chaîne Archange Spetsnaza, qui compte 1,1 million d'abonnés sur Telegram. Un autre grand blogueur militaire a directement visé le Kremlin, bien qu'il ait pris soin de ne pas mentionner Poutine par son nom dans sa diatribe. Quand des inconnus, arrivés au pouvoir, traîneront ces responsables du Kremlin devant le tristement célèbre tribunal de La Haye, personne ne dira un mot, a déclaré Guegor Kolmogorov à ses abonnés, semblant ainsi admettre que la Russie a commis des crimes de guerre, par un blogueur militaire connu pour son approche nationaliste. L'explication la plus claire de la colère des soldats russes contre Poutine vient du correspondant Alexandre Sladkov. L'Occident nous a mis KO en 2 jours avec la panne de Starlink et enterre ce canal de communication de commandement, dit-il. Comment gagner ? Avec quels outils ? Des cacahuètes et des téléphones. TA57. Un soldat ayant exprimé son opinion dit quelque chose de similaire. Le front est choqué. Plus de Starlink. Et Telegram est aussi brouillé. Comment se battre dans ces conditions ? Avec des pigeons voyageurs, rapporte The Cube Independent, citant un soldat dans un message largement diffusé sur les chaînes Telegram pro-guerre russe. Cela correspond à la stratégie de la Russie en Ukraine. Des chars et armes soviétiques sont présents. Alors pourquoi pas un téléphone de campagne comme le TA57 ? Poutine semble croire que la guerre en Ukraine se passe comme dans les années 1960. Il faudrait approfondir la mention de Starlink. Il est déjà grave que Poutine ait privé ses soldats de 2 plateformes de communication clés, probablement par crainte panique de toute contradiction à son récit. Le président russe a agi peu après qu'Elon Musk et SpaceX ont bloqué l'accès russe à Starlink.
Selon le Guardian du 9 février, les soldats russes cherchaient déjà des alternatives, après que SpaceX les a empêchés d'utiliser en Ukraine les terminaux Starlink illicites. Avec l'accès à Starlink restreint, la Russie a perdu un système de communication majeur. La réponse de Poutine: supprimer les alternatives que de nombreux soldats russes tentèrent d'utiliser. Stratégie militaire brillante. Pas étonnant que la Russie ait seulement perdu 1,25 million de soldats, un nombre toujours en hausse en Ukraine. Sarcasme à part, on dirait que Poutine cherche à détruire son armée avec cette décision. Mais ce n'est pas la véritable raison pour laquelle le Kremlin a interdit WhatsApp et restreint Telegram. Ce sont en fait les derniers souffles d'un vieil homme s'accrochant désespérément au pouvoir, et nous expliquerons pourquoi dans un instant. Vous regardez The Military Show, où nous offrons une vue d'ensemble, pas seulement les gros titres. Abonnez-vous pour avoir une longueur d'avance. Pour revenir au raisonnement de Poutine, nous avons deux pistes à explorer. La version officielle du Kremlin et la véritable raison derrière tout cela. D'après l'entourage de Poutine, l'accès limité à WhatsApp et Telegram est principalement lié à la sécurité. Nous en avons parlé plus tôt, car le Kremlin affirme que ces deux applications permettent en soi-disant le partage de contenu criminel et qu'elles ne seraient apparemment pas dignes de confiance pour protéger les données du russe moyen, pas plus que leur cher gouvernement avec Max. Le régulateur de l'internet russe, Roskomnadzor, a également évoqué des problèmes de sécurité selon la BBC. Un autre responsable russe, Andrei Svintov, a également été cité affirmant que de telles mesures sévères contre WhatsApp en particulier sont absolument justifiées, car la Russie aurait apparemment désigné Meta comme une organisation terroriste. La Russie n'a également pas caché le fait que sa répression de l'accès à Internet fait partie d'une démarche plus large visant à s'éloigner de ce qu'elle considère comme des plateformes pro-occidentales. Roskomnadzor, qui n'est qu'une autre extension de Poutine et de son désir de contrôle total, milite depuis longtemps pour que la Russie dispose de ce qu'elle appelle un Internet souverain, libre de toute influence occidentale, rapporte le Télégraphe. Encore une fois, nous insistons sur le fait que libre de l'influence occidentale signifie moins de chances pour le peuple russe de comprendre ce qui se passe réellement à l'extérieur du rideau de fer, derrière lequel Poutine veut les maintenir enfermés. Finalement, c'est bien le but réel de la décision paranoïaque de Poutine. Telegram et WhatsApp ont été restreints et seront bientôt interdits, car Poutine veut cacher à son peuple les nouvelles sur l'Ukraine. Le Kremlin cherche à faire taire les blogueurs militaires, pourtant pro-guerre, car ils diffusent de bien plus d'informations sur le front que ce que le Kremlin veut révéler à la population. Ces soldats en première ligne seront les plus touchés, comme vous l'apprendrez bientôt. Le Moscow Times précise que tous les grands médias russes, y compris les médias indépendants que Poutine ne peut pas contrôler, ont des chaînes Telegram, dont beaucoup publient uniquement sur cette application. Telegram est ainsi devenu une plateforme tout en un pour l'actualité, permettant aux utilisateurs d'accéder à diverses sources d'informations. Et étant donné que l'application affiche les publications dans l'ordre chronologique, plutôt que d'utiliser un algorithme pour sélectionner ce que voient ses utilisateurs, il est extrêmement difficile pour le Kremlin d'imposer sa propagande aux gens via Telegram. Donc, l'application doit disparaître, remplacée par une version validée par le Kremlin, symbole de la défiance numérique de Poutine. Selon Cyber Magazine, Max ne sera guère plus qu'une autre brique dans le mur d'infrastructures de surveillance étatique du Kremlin. L'application s'inspire de WeChat en Chine, déjà dénoncé comme outil similaire. On suppose que nous voyons Vladimir Poutine suivre une fois de plus les traces de Xi Jinping, renforçant involontairement l'idée que la Russie est devenue le petit frère de la Chine dans ce processus. Le Kremlin, bien sûr, essaie de discréditer les affirmations selon lesquelles le passage à Max aurait quoi que ce soit à voir avec la surveillance ou le contrôle des médias. Ne vous inquiétez pas, affirme le Kremlin. Le fait que Vladimir Poutine ait rendu Max obligatoire pour les fonctionnaires, les étudiants, les enseignants, et bientôt pour accéder même aux services publics les plus basiques, n'en fait pas une application de surveillance. Interdire tout concurrent, y compris deux applications bien établies comme Telegram et WhatsApp, ne va pas vraiment dans le sens de cette version des faits. Vladimir Poutine tente à nouveau d'isoler numériquement le peuple russe, pour l'immerger dans la désinformation et la propagande qui consolident son pouvoir. WhatsApp l'a confirmé à 100% dans un communiqué après la décision de Vladimir Poutine. Aujourd'hui, le gouvernement russe a tenté de bloquer WhatsApp pour orienter les utilisateurs vers une application de surveillance d'État. Isoler plus de 100 millions d'utilisateurs de communication privés et sûrs est un recul, entraînant moins de sécurité en Russie, selon la société. Ce n'est pas exagéré. Sur Max, une plainte contre le Kremlin peut entraîner la visite du FSB chez vous et vous faire traiter de terroriste pour ne pas vous soumettre assez à Poutine.
mais aussi douloureuse et potentiellement dangereuse que soit la dernière tentative de Poutine pour maintenir son emprise sur un pays qui lui échappe pour le citoyen russe moyen, ce sont les soldats en première ligne en Ukraine qui vont en souffrir le plus. Ils sont furieux contre le Kremlin pour une raison précise. Il y a plusieurs raisons, notamment le fait que le Kremlin a encore abandonné ses soldats en matière de communication. Les soldats de Poutine, véritables chairs à canon, ont été réduits à utiliser des applications comme Telegram, WhatsApp et des terminaux Starlink illicites, parce que le Kremlin a totalement échoué à leur fournir d'autres moyens de communication sécurisés en Ukraine. Les soldats russes combattent en Ukraine depuis presque 4 ans, et pourtant, comme le rapporte le Télégraphe, ils n'ont toujours pas reçu de système sécurisé et produit localement qu'ils pourraient utiliser pour communiquer. L'utilisation de Telegram et WhatsApp a donc explosé sur les lignes de front. Le second propose du chiffrement, tandis que le premier permet aux soldats russes de garder un lien avec leur pays et de communiquer lors des assauts suicidaires contre les défenses ukrainiennes. Maintenant, tout cela a disparu. La médiocre application Max ne sera pas un bon remplacement, car les soldats russes savent que le Kremlin surveille tout ce qu'ils disent et font. La rupture de communication chez les Russes coûte la vie à leurs soldats. Force News souligne que des membres des unités russes anti-drones ont déjà envoyé des appels vidéo au Kremlin, affirmant que Telegram était essentiel à leur travail. Il se trouve justement que les drones représentent la plus grande menace à laquelle les soldats russes sont confrontés en Ukraine. Rien qu'en janvier, les drones ukrainiens ont tué 30 000 soldats russes, toutes ces morts ayant été vérifiées, grâce à des images téléchargées sur le système Delta de l'Ukraine. Privés de Telegram, les unités anti-drones russes ne peuvent plus prévenir instantanément les soldats de la présence de drones ukrainiens, entraînant inévitablement plus de morts parmi eux. Poutine a mis sa propre armée sur la voie rapide pour aider l'Ukraine à atteindre son objectif de éliminer 50 000 soldats russes par mois. Ce problème de drones touche aussi la Russie. Ce n'est un secret pour personne que les drones longue portée ukrainiens ont fait des ravages dans l'industrie pétrolière russe et ont systématiquement affaibli sa puissance militaire de l'intérieur. Selon Vyacheslav Gladkov, gouverneur de la région frontalière de Belgorod en Russie, ralentir Telegram pourrait nuire à la transmission d'informations opérationnelles. C'est un responsable russe qui dit au Kremlin que ce qu'il fait va nuire à l'armée russe et à son peuple, et Poutine s'en fiche. Il veut juste plus de contrôle, et la chair à canon peut aller en enfer, ça lui est égal. Un autre aspect des interdictions de Telegram et WhatsApp pourrait causer la mort de soldats russes, bien que de manière moins directe qu'en les rendant plus vulnérables aux drones ukrainiens, car ils ne peuvent plus communiquer. Force News note que Telegram est l'une des principales plateformes utilisées par les soldats russes pour communiquer avec leurs proches restés au pays. Le blocage de l'application alimente une nouvelle crise de morale, s'ajoutant à celle déjà présente dans l'armée russe. C'est d'autant plus vrai quand on se rend compte que des applications comme Telegram sont également utilisées par les soldats russes pour se procurer du matériel que leur propre gouvernement n'a pas réussi à leur fournir. Selon le Kyiv Post, les soldats russes doivent recourir au financement participatif pour obtenir des fournitures et équipements essentiels à leur mission. Comment ces campagnes de financement participatif sont-elles organisées ? Sur Telegram, évidemment. Les mêmes blogueurs militaires qui critiquent aujourd'hui le Kremlin pour sa décision sont souvent ceux qui organisent des campagnes de collecte de fonds pour fournir aux soldats de Poutine ce que Poutine ne leur donne pas. Interdire Telegram ruine tout cela. Les soldats ne pourront plus exprimer leurs besoins aux blogueurs militaires. Avec le blocage puis l'interdiction de Telegram, ces blogueurs ne pourront plus toucher un large public pour collecter des fonds. Tout cela conduit à plus de morts. Des soldats mal équipés sont envoyés dans des enfers infestés de drones sans moyen de communiquer. Seul Poutine peut infliger une telle horreur, qu'il impose à ses propres soldats plutôt qu'à l'Ukraine. L'armée russe n'a ni nourriture, ni eau, et elle est remplie de soldats qui, comme le rapporte United 24 Media, font maintenant de l'humour noir sur le fait que leurs vêtements pendent sur eux, comme sur des cintres, parce qu'ils ne reçoivent rien à manger ni à boire. Poutine leur a retiré l'une des rares ressources qui leur permettait d'obtenir ce dont ils avaient besoin. Selon le Télégraphe, un blogueur militaire russe a ironisé « Malheureusement, on ne peut pas couper Starlink aux Ukrainiens, mais on peut couper Telegram aux Russes. » Peskov, au nom de Poutine, a contesté les affirmations selon lesquelles Telegram et WhatsApp seraient essentiels pour les soldats russes. Il a affirmé faiblement qu'il était impossible d'imaginer la communication en première ligne via Telegram ou autre messagerie, alors que soldats russes et blogueurs militaires disaient le contraire. Telegram a été utilisé, WhatsApp a été utilisé, Starlink a été utilisé. Ils sont tous retirés pour être remplacés par un service géré par l'État, qui sert davantage à la surveillance qu'à la communication. Finalement,
Utiliser des pigeons voyageurs et des téléphones de campagne soviétiques n'est peut-être pas si mal. Ce n'est pas comme si les soldats russes avaient autre chose vers quoi se tourner après que la paranoïa de Poutine leur ait retiré la seule chose qui les maintenait en vie, alors qu'ils affrontent les horreurs de la guerre que Poutine lui-même a déclenchée. On dirait presque que Poutine veut perdre la guerre en Ukraine. Dans une guerre marquée par la course à l'innovation, le président russe tente de ramener ses soldats à l'âge de pierre. Les zones mortelles remplies de drones en Ukraine forcent la Russie à payer chaque mètre de territoire conquis de son sang. Encore plus de sang sera versé maintenant que Telegram et WhatsApp ont été coupés. Putin's shadow apparatus was supposed to be his key to winning the Ukraine war. The inner circle trusted by Putin was everything, but that inner circle has backstabbed him by doing something so insane that it has sabotaged the entire Ukraine war. And worst of all for Putin, it was his own secret service that slid the knife right into his back. How? Well, the FSB stole $5 billion right from under Putin's nose. And that's according to Christopher Steele, who is the former leader of the Russia desk at the UK's MI6 intelligence organisation. Now, speaking to the Trump Report at the end of December, Steele laid it all out. I think it's clear that a very large sum of money was allocated by the Kremlin, by Putin, to sort of subversive operations in Ukraine. Probably up to $5 billion between 2014 and 2022. And a lot of that money simply disappeared into the pockets of SFB officers and FSB businesses, and was utterly corruptly embezzled from the effort, Steele claims. This was money that Putin had earmarked for use in Ukraine. Russia's leader wanted to weaken his target before he struck, and he's made sure that his secret service, the FSB, which is supposed to be one of his most powerful instruments, had everything that it needed to get the job done. But instead of reporting on the reality of what Ukraine was doing to prepare for a fight, or conducting the sorts of operations that would damage Ukraine, the money was pocketed. And all Putin received before he launched his invasion was nonsense about how Ukraine wasn't ready, and how it wouldn't be able to put up a fight because the country was too weak. We'll come back to that point a little later in this video. First, the big question is simple. Is there any evidence behind Steele's claims? Now, while Steele doesn't provide any evidence himself, paying even a little bit of attention to what was happening to several people in the FSB during the 2014 to 2022 period shows us that corruption was rife in the organization. And we have 3 cases for you, each of which involves the kind of squirreling away of Kremlin resources into FSB pockets that shows exactly what we mean when we say that Putin has been stabbed in the back. Now first, we take you to July 2017 and the eruption of a massive scandal in the FSB. Now in that month, the Warsaw Institute reported that information on the detention of several FSB officers who were suspected of corruption had been leaked to the media, suggesting that Putin's security apparatus was already collapsing into infighting and jealousy long before he invaded Ukraine. The story revolves around a man named Sergei Chemysov, who was then, and still is, the head of the state corporation Rostec. Now, Chemysov is one of the FSB's most influential figures, and his position on the Rostec board means that he also controls a company called Snegiryov Research Institute of Technology. Now, that company happens to make electromechanical and mechanical detonators for different types of ammunition, which means that it is a pretty important part of the war machine that Putin would later unleash on Ukraine. Now, a group of FSB officials who were supposed to be working for Putin and should have been aligned with the Rostec head were the first to betray Russia's leader. That group, the Warsaw Institute says, tried to extort large bribes from the board of the Snegiryov Research Institute of Technology. But that is just the start of the problem. Those FSB officials had been investigating the institute and had discovered that salaries were being paid to vacant posts within the business. These dead souls were getting paid, and the officials wanted bribes of a few million rubles for each of the vacant positions they found. Chemysov flexed his FSB influence and had 5 corrupt FSB officers arrested. But he only did it because those officers were trying to con a conman, and the money being paid to the vacant posts had to be going somewhere, and the odds are that somewhere is Chemysov's own pocket. Now, Chemysov has survived. He still leads Rostec, but immediately we see the scale of the problem that Steele mentioned. FSB officials were willing to hide Chemysov's misdeeds in return for bribes, and Chemysov himself is filtering money through an institute that is essential to the Russian war effort right into his own pocket. Now, this is a form of sabotage that is being hidden from Putin, and it gets much worse. Fast forward to May 2019, and the Organized Crime and Corruption Reporting Project was reporting on a former FSB official called Colonel Kirill Charkalin.
He was in hot water with the Russian government after being detained for using his former position as the head of the FSB's Financial Counterintelligence Unit to accept bribes worth up to $850,000. As part of the investigation, Russia sent officials to scour Cherkilin's apartment. There, they found that $850,000 was, well, something of an underestimate. Those officials eventually left the former FSB's official's home carrying several massive bags containing 12 billion rubles, which was equivalent to about $185 million at the time. Now, the irony in all of this is that Cherkilin had previously led an FSB department that was responsible for uncovering the very sort of corruption that he engaged in. Under Cherkilin's watch, investigations had been carried out into the billionaire brothers Magomed and Ziauddin Magomedov. Cherkilin's FSB department had also looked into the former Russian economy minister, Alexei Ulyukayev, as well as another former minister named Mikhail Abazov. Just like with the Chermazov case, we see corruption layered on corruption. Now, political infighting is more important within Putin's inner circle than actually delivering what Russia's president wants and needs. And through all of that infighting, billions of dollars are simply disappearing. Chermazov used his power to avoid his fate. Cherkilin wasn't so lucky. In April 2021, he was sentenced to 7 years in prison for his crimes, along with a pair of other FSB officers named Andrei Vasiliev and Dmitry Frolov. So Cherkilin wasn't even acting alone. He had 2 other FSB agents come along for the ride. And we have one more example to share with you before we come back to what the many examples of corruption that are just like this have meant for Putin. So in February 2024, the Bell reported that Russian investigators were looking into an incident that had seen FSB officials team up with crooked members of Russia's investigative committee to fabricate a murder case that they then used to extort 15 billion rubles, or around $200 million, from the supposed suspects. The FSB accused the co-owners of one of Russia's leading household appliances companies, Merlion, of hiring a veteran of Putin's earlier war in the Donbass to kill their former CEO, Vyacheslav Simonenko. The 3 men, Oleg Karchov, Vladislav Mangutov, and Alexei Abramov, were claimed to have offered the unnamed hitman a $5 million bonus if he managed to kill Simonenko by launching Molotov cocktails at his house. Now, this already seems like an unlikely story, but it was enough to see the accused trio spend 6 months in jail as they awaited a trial that could have landed each in prison for up to 20 years if they were convicted. That was the whole point for the FSB officials. As the 3 men awaited their trial, a corrupt lawyer working for the FSB offered them a way out. All they would have to pay was the aforementioned $200 million, in addition to a cut of 2% of Merlion's turnover every single year. And what the FSB officials didn't expect was that the businessman would refuse, with the fallout of the whole affair revealing that an entire gang of 24 high-ranking law enforcement officials had conspired to get paid rather than do their jobs as Putin ordered them to. And that's the point. Not all of these 3 cases are examples of FSB officers stealing money that was directly intended for destabilizing Ukraine. But what each case shows us is that the FSB is rotten to the core and has been since long before Putin invaded. FSB officials seem far more concerned with lining their own pockets than they are with supporting Putin's war effort. And that, in its own way, is a form of decade-plus-long sabotage that has rocked Putin's war machine from the moment he sent his troops into Ukraine. Now let's talk about that moment for a few minutes. Earlier, we told you that the rampant corruption in the FSB meant that Putin went into the Ukraine war with a head that was filled with nonsense. That happened because Russia's leader trusted the FSB. Now, this organization, which was clearly supposed to be infallible, was falling apart right before his eyes, and he couldn't even see it. And make no mistake about the FSB's importance to the Ukraine invasion. As Steele points out, it was the agency out of all that Russia has that was supposed to have the lead in the build-ups to the Ukraine invasion. Certainly, before the war sort of full-on came in 2022, the FSB was the lead agency in Ukraine covering Ukraine, Steele says. And rather than doing what Putin wanted, the agency told their leader what he wanted to hear. The $5 billion in lost money came with the added bogus bonus of the FSB telling Putin, yeah, it was fine to invade Ukraine. It'll be a walkover. You'll be welcomed as victors and liberators and so on, Steele says the FSB told Putin. So as the money was being stolen, this was the same organization that was telling the Russian leader that there was an entire alternative political structure in Ukraine that was waiting to take over and would happily do so under the Russian thumb. It was all lies. FSB sabotage to keep the gravity train rolling while officials did everything in their power to avoid having to deliver anything that even resembled the bad news that Ukraine was more ready than anybody ever expected before February 2022.
Putin certainly trusted the FSB enough to keep pouring the money in. In August 2022, Business Insider reported that the FSB's Ukraine unit had been expanding in size since 2019 to the point where it contained 160 officers when it had once had 30. That alone tells us that Putin had been plotting the Ukraine invasion for years before he pulled the trigger, and it was the FSB that was supposed to let him know what he needed to do to make the so-called special military operation a success. But while the Kremlin built, the shadow apparatus sabotaged, and frankly, that shouldn't have come as a surprise to anybody. Lying is in the FSB's nature. The agency has long been accused of conducting hoaxes and making false accusations, though this was all supposed to be in the service of Putin's ultimate goals. And as the New York Times says, the FSB is more a political tool for Putin than it is any sort of serious law enforcement agency. The entire organization was born from the ashes of the KGB that gave the world Putin, and it has the same habits of blaming others for the crimes that it commits. We saw plenty of that in the 3 cases we discussed earlier, when it was so often FSB agents using supposed crimes to leech money out of the Russian system. Putin himself got in on the act plenty when he was Russia's prime minister back in 1999. He blamed Chechen militants for a series of apartment bombings in Moscow. Those allegations blew up in Putin's face when citizens from the nearby city of Ryazan found bags of what looked like explosives inside their building. The FSB was forced to apologize, though it still claimed that the bags contained nothing but sugar and were used for an anti-terror drill. In the end, Putin got what he wanted, which was opening the door for a new Russian attack on Chechnya. But unknown to him at the time, Putin had made a rod for his own back. The FSB that he built on lies and bribery is just doing what he built it to do. With that context, the knife in Putin's back is one that he should have seen coming. Of course the FSB would lie to Putin. They'd seen him do the same to get what he wanted in Chechnya, so FSB officials lied when it became clear that Putin really wanted to invade Ukraine. And as they lied to him about what invading Ukraine would really require, the officials made sure their pockets were being lined so they would be financially secure against the absolute storm that they knew was coming. Now, some of those FSB officials have been caught in their corruption, but the real question is how many haven't been caught. We may never know the answer to that question, but we do know what the FSB's corruption has done to Putin. Back in 2014, Putin claimed that Russia's forces could take Kyiv in 2 weeks if they wanted to. Russia's president would have believed that, just like he thought it would only take a couple of weeks, if not just a handful of days, to take Kyiv in 2022. It's 4 years later, and Russia is still nowhere near defeating Ukraine. Putin has sold a bill of goods, and he bought it happily because it contained all that he wanted to hear. Of course, we can't always attribute to malice what can be explained by incompetence. As the Washington Post says, it wasn't just the corrupt inside the FSB sliding the knife in and purposefully misleading their president. In the days leading up to the Ukraine invasion, the FSB had sent messages to its informants in Kyiv that it was time to leave their homes. Russia was coming, and Kyiv would be a war zone in a matter of days. One intercepted message even showed an FSB official telling one of those informants to have a successful trip. That's how confident the FSB was. It may also explain why so many of its members thought that they could steal from under Putin's nose. Rather than actually doing their jobs, these officials appear to have simply assumed that Ukraine was there for the taking. Russia would win easily, and that would mean that their corruption wouldn't matter. Putin would get what he wanted. However, as an unnamed US official who spoke to the Washington Post put it, the Russians were wrong by a mile about the strength of Ukraine's defense. That official added they set up an entire war effort to seize strategic objectives that were beyond their means. Russia's mistake was really fundamental and strategic. Fundamental being the key word here. Russia didn't even get the basics right, and it's all because the FSB was plagued with wishful thinking. As the organization received polls telling it that many of Ukraine's citizens were willing to fight against Russia, the FSB delivered rosy messages about the ease of the upcoming invasion to Putin. It was the FSB that championed the lightning assault plan that we saw fall apart during the first few weeks of the war. Ultimately, the FSB stabbed Putin in the back by sabotaging his war plans before they were even put into action. The plans themselves were faulty, and Putin had no idea until tens of thousands of Russian soldiers were dying, and he was left wondering why the Kremlin's cash hadn't been enough to warn him of what was coming. But Putin knows better now, right? The corruption has been stamped out, even if it came too late to stop him from making crucial mistakes in Ukraine, surely. Well, the answer is no on both accounts. Corruption, fraud, embezzlement, or whatever you want to call it, is so baked into the Russian hierarchy that it has simply become the way that things are done.
In January 2024, a trio of FSB officers were arrested on charges related to accepting 5 billion rubles, or about $55 million, in bribes. Alexander Ushakov was charged with creating a criminal group using his official powers, while two accomplices, Sergei Manishkin and Alexei Tsaryov, ended up under house arrest for throwing their co-conspirator under the bus. Just 4 months after that, a former FSB officer was sentenced to 9 years in prison for accepting a $1.7 million bribe from a hacking group. Grigory Tsaregorodtsev, who hilariously was supposed to be specializing in combating online crime, said he would protect the hacker group from the authorities in return for the money. Tsaregorodtsev failed. The hackers ratted him out, and yet another FSB official was exposed for looking out for himself rather than doing what Putin was paying him to do. Even now, the Russian war machine is plagued by corruption on a scale that is causing Putin's Plan B for the Ukraine war to fail after the FSB so spectacularly screwed up Plan A. The Russian military-industrial complex, or OPK, is blighted by the same issues that run rampant in the FSB. As Chatham House put it in July 2025, endemic corruption is a defining feature of the OPK and, more widely, of the Russian military. Corruption facilitates the inner workings of the military establishment. Putin is basically playing corruption whack-a-mole at this point. For every successful strike the mallet makes, 2 more cases crop up. Putin can't rid Russia of corruption. He is corruption embodied, which is why his inner circle so readily betrays him. Those doing the investigating on Putin's behalf are often corrupt themselves, and they will be caught out by other corrupt people and so on, which has turned Putin's inner circle into an Ouroboros of degradation and failure. Nothing that Putin can do will make this better. This is what he built Russia, and especially the FSB, to be. I don't think you'd want to be anywhere near Putin when you brought bad news, Steele says during his appearance on the Trump Report. And of course, what that means is the distortion of information going up to leadership is quite significant and will have an impact. I would argue on both the politics and foreign policy of Russia, but also warfighting and the economy. Putin lives in a bubble. He doesn't want the bad news. He doesn't want to have to actually pay attention to what is happening in the corrupt systems he built, as long as those systems are doing their jobs. But while the cat's away, the mice will play. And those mice have burrowed so many holes into Russia's house that the collapse of Putin's Ukraine war is inevitable. As his inner circle sabotages his every move, Putin also has to deal with everyday people inside the occupied territories of Ukraine who are resisting Russia's every move. These are the people that the FSB told Putin would welcome Russia with open arms. But they're using violent and non-violent means to resist, as you'll discover if you watch our video. And if you enjoyed this video, be sure to subscribe to The Military Show for more investigations into the failure of the system that Putin has built around himself.